Si je vous dis Hamas, Djihad islamique, Hezbollah, Iran, vous me répondez cette semaine, on ne parle pas des mouvements terroristes, mais du Covid-19, le coronavirus, qui pose également effectivement de vrais problèmes aux armées dans le monde et donc en particulier ici à l'armée israélienne, qui prend déjà des mesures drastiques. Nous en parlerons longuement dans cette édition de Défense avec un officier de réserve, médecin militaire dans Tsahal. Et toujours à propos du coronavirus, il vient d'emporter un haut responsable iranien, l'un des derniers, à posséder des informations concrètes sur le sort de l'ancien pilote israélien, Ron Arad, kidnappé par la milice chiite Amal au sud-Liban en 1986. Bonsoir Océane. Bonsoir Mathias. Alors cette semaine, on va parler bien évidemment des mesures qui s'appliquent tant aux civils qu'aux militaires, des mesures prises par le gouvernement. Exactement, puisqu'on sait qu'en Israël, tout ce qui concerne évidemment le civil, eh bien, ça touche aussi l'armée israélienne. Alors concernant les transports en commun, plusieurs gares sont fermées. On sait que les gares sont très empruntées justement par les soldats israéliens. Si vous voulez vous rendre à l'aéroport via le train, eh bien, il faudra montrer obligatoirement votre billet d'avion, sinon impossible de monter dans ce train. Dans le bus, désormais impossible de rentrer par la porte à l'avant. Il faut passer par la porte arrière justement pour que le conducteur ne soit en contact avec aucun passager. Justement, les sièges qui se situent derrière lui, eh bien, doivent rester vides. Les événements de plus de 2000 personnes ont été annulés, et ce, sur l'ensemble du territoire. Ça concerne également aussi les cérémonies de l'armée israélienne qui sont donc fermées et qui se déroulent du coup maintenant à huis clos. Et évidemment, on le sait, toutes les personnes qui reviennent de l'étranger doivent être placées en quarantaine pour une période de 14 jours. C'est exactement le cas d'un officier militaire qui s'est de lui-même auto-placé en isolement parce qu'il revenait de l'étranger. Et donc, ce qui m'amène à la question, quid de l'armée israélienne? Quelles mesures ont été prises concrètement? Eh bien, Tsahal en a pris évidemment. Une cellule de soldats réservistes a été mise en place. Ça concerne 70 soldats environ. On sait que déjà une centaine de réservistes ont été mobilisés justement pour renforcer les services de secours du Magen David Adom, les services de secours israéliens, pour un petit peu les aider. Vous l'avez dit Mathias, les soldats de retour de l'étranger eh bien, doivent eux aussi se mettre en quarantaine pour 2 semaines. Et l'armée se prépare aussi à un scénario bien plus pire. En début de semaine, une réunion a eu lieu avec le chef de l'état-major Koravi justement pour envisager un scénario catastrophe. Tsahal pourrait envisager un couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Tsahal qui est également prête à mettre à disposition ses installations militaires à des fins médicales pour aider un petit peu les patients si le cas des hôpitaux s'avérait, si tous les hôpitaux seraient donc saturés, et l'armée qui pourrait aussi aider les forces de police notamment pour vérifier que les mesures de sécurité sont bien appliquées, notamment la mise en quarantaine, pour voir si toutes personnes qui doivent être mises en isolement eh bien, respectent bien cette règle. Merci Océane. Justement, pour lutter contre le coronavirus, on a tous vu cette semaine et ces des images de bataillons de secouristes et médecins du Magen David Adom habillés complètement en combinaison intégrale. Dans les faits, comment tout cela fonctionne? Eric Aldezos nous en dit plus. Au téléphone, tu dois dire aux malades que tu es en chemin. Tu dois leur expliquer qu'ils vont toujours devoir garder une distance de 2 mètres entre toi et eux. Dis-leur bien que la seule interaction que vous aurez, c'est quand tu prélèveras des échantillons. Voici les consignes de base pour les travailleurs du Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël. Depuis que le Covid-19 est sur le territoire, le standard explose. Une chambre isolée, seule, asseyez-vous là et restez dans cette pièce. Nous allons vous envoyer une ambulance et un urgentiste va vous ausculter. Le coronavirus change la donne. Qu'il s'agisse d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, on sait que c'est limité dans le temps. Mais le Covid-19 se répand chaque jour davantage et on ne sait ni quand ni comment cela va se terminer. Sur ces écrans géants, les chiffres commencent à s'affoler. Dès qu'un nouveau malade est détecté et su du grand public, les mêmes questions reviennent. Les appels explosent avec les mêmes questions. Qui est malade? Comment a-t-elle contracté le virus? Étais-je en contact avec cette personne? Ici, toutes les questions sont posées. Relations sexuelles, précautions à prendre, ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Doit-on allaiter si on est en isolement? Mais la plus grande crainte du Magen David Adom, c'est que quelqu'un ici contracte le virus. Dans un tel cas, tout le service devrait être isolé. Alors en cette fin de journée, décision est prise d'ériger une tente géante à l'entrée du service pour y installer des dizaines de standards supplémentaires. Sur ces images, le Rapak, en quelque sorte le Air Force One des urgentistes. Une unité ultra performante et bardée de technologie.
Salles de visioconférence géolocalisées, connexion par satellite, tout a été pensé pour gérer des situations de crise. Essayons de déterminer où cette personne se trouvait. Voilà, à Ranana. À ce jour, les urgentistes ont prélevé près de 1400 échantillons. À mi-journée, nous approchons la centaine de prélèvements qui sont déjà en analyse dans les laboratoires des hôpitaux du pays. Yonat Daskal-Dagan est en charge de superviser les unités qui se déplacent à domicile afin de prélever des échantillons pour identifier la présence éventuelle du virus. Il ne faut pas croire que quelqu'un tape à votre porte, puis entrevêtu comme un cosmonaute, effectue un prélèvement et puis s'en va. Nous téléphonons avant, afin de savoir s'il y a des enfants ou des animaux domestiques, puis ensuite seulement nous arrivons. Sur place, nous parlons encore avec les personnes et nous nous efforçons de les rassurer. Pour éviter toute humiliation, les unités se déplacent dans des voitures discrètes et les combinaisons ne sont mises que dans les halls d'escalier. Malgré l'explosion des appels au standard, ici, personne ne se voile la face. Tout le monde sait que si le premier mort est annoncé en Israël, la situation risque de dégénérer sérieusement. Docteur Ban Ki-moon, bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes un officier médecin, capitaine donc, de réserve, militaire de réserve dans l'armée israélienne, que vos propos n'engagent en rien l'armée israélienne. Ils sont purement personnels en tant que médecin et docteur. Première question, est-ce que l'armée d'abord israélienne est prête à affronter cette épidémie du coronavirus? Alors oui, je pense que l'armée est prête. Et en tout cas, l'armée prend le maximum de précautions afin de limiter la propagation de ce virus. Et d'ailleurs, l'armée a les moyens. À savoir que l'armée peut savoir exactement quand les soldats reviennent de l'étranger et du coup peut prendre en amont les précautions d'usage, à savoir demander aux soldats qui reviennent de l'étranger de se mettre en quarantaine pendant 14 jours et du coup, s'ils n'ont pas de symptômes, de revenir à la base. Et d'ailleurs, il y a d'autres moyens, à savoir que dans la majorité des bases militaires, il y a principalement des médecins et même des paramédics qui sont sur place 24 heures sur 24 et qui, pour le coup, peuvent en tout cas réagir rapidement en cas de suspicion, en tout cas prendre les premières mesures nécessaires. C'est d'ailleurs été le cas, je crois qu'il y a un sous-officier qui est rentré de vacances et qui a immédiatement, de son propre chef, est allé en isolement avant de pouvoir infecter les autres personnes. Mais ce qui m'intéresse, docteur, c'est que quelle est la responsabilité d'un médecin, votre responsabilité lorsque vous êtes en réserve ou en activité face à cette épidémie? Alors effectivement, le rôle du médecin militaire dans ce contexte est d'une part d'évaluer, en tout cas de faire respecter les recommandations du centre de commandement médical de l'armée qui effectivement est en lien permanent avec le ministère de la Santé et dans un second temps de faire également une détection précoce, c'est-à-dire que s'il y a un soldat qui a des facteurs de risque et qui a quelques symptômes, tout de suite de prendre les précautions afin d'éviter justement que l'épidémie se répande dans la base. Vous avez autorité concrètement sur un commandant, sur un commandant de bataillon, si jamais vous estimez que cet exercice ou qu'une mission est dangereuse, d'abord, alors je ne parle pas du côté opérationnel, mais du côté médical, vous avez autorité sur le commandant? Alors, moi personnellement, non, mais ça dépend des grades et également du type d'intervention. À savoir que c'est important de noter qu'aucune opération, aucune intervention militaire n'est prise sans l'accord en amont du commandement médical. C'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant et l'armée ne prend vraiment aucun risque. Pour le coup, s'il y a on va dire l'opération est compromise sur le plan médical, dans ce cas-là, oui, effectivement, le médecin militaire a responsabilité justement sur l'officier combattant pour annuler la mission. Quelles sont concrètement les directives si jamais il y a un régiment qui est infecté ou l'un des officiers qui est infecté, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout d'abord, ce sont les mêmes recommandations que dans la société civile. Et le centre de commandement médical est en lien, comme je l'ai précédemment dit, étroit et en temps réel avec le ministère de la Santé. Donc, ce sont les mêmes règles. Et en quelques chiffres, actuellement, il y a à peu près 2100 soldats qui sont en isolement. Parmi eux, 300 sont retournés en activité et il y a un seul cas, un soldat qui a été détecté positif au coronavirus. Enfin, un deuxième visiblement, qui est en tout cas à la maison, mais qui s'est lui-même placé en isolement. Donc ça, c'est intéressant, les idées. Effectivement, les choses peuvent évoluer au quotidien et malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver lorsque l'épidémie se propage.
Donc voilà, les chiffres seront mis à jour au quotidien. Et d'ailleurs, je voulais apporter quelques précisions, à savoir, un soldat peut être testé positif au coronavirus, mais ne pas avoir de symptômes. C'est-à-dire que le patient a le virus donc, dans son organisme en faible quantité, donc une charge virale qui est faible, et sera mis en quarantaine pendant 14 jours. Selon les 14 jours, l'armée l'appelle quotidiennement pour justement détecter s'il y a la présence de symptômes, qui sont en général les symptômes d'une grippe, de la fièvre, une toux, etc. Et si ce soldat a effectivement des symptômes et qu'il est mis en quarantaine, il sera hospitalisé dans un service spécialisé pour justement évaluer d'une part la situation et de deux, essayer de prévenir si possible, en tout cas de traiter les complications qui peuvent être sévères. Je regardais cette semaine, il y a eu des exercices internationaux entre la marine notamment française et israélienne. Est-ce que c'est prudent de continuer ce type d'exercice alors qu'il y a une épidémie de masse ? Alors, c'est une question assez complexe. Et en médecine, d'ailleurs, le médecin jongle entre d'une part le bénéfice et de deux le risque. À savoir, quand on débute un traitement, il y a forcément le bénéfice escompté, mais malheureusement, parfois et souvent, un risque encouru, à savoir des effets indésirables. Actuellement, Tsahal est dans la même situation. Tsahal est face à un dilemme entre d'une part et les obligations sécuritaires quotidiennes, et d'autre part et le risque sanitaire. Et il ne faut pas oublier qu'Israël est un pays en guerre sur plusieurs fronts, et a l'obligation d'être sur tous les fronts en capacité opérationnelle maximale. Donc moi je pense effectivement que si l'armée a autorisé ce genre d'exercice, c'est qu'ils se sont référés au corps médical et qu'ils l'ont fait en tout cas en prenant le maximum de précautions afin de limiter les risques. Vous l'auriez fait donc? Si jamais vous aviez été appelé à un exercice, vous seriez allé comme... Je pense que oui. Si un exercice de ce type est accordé, je pense qu'effectivement, c'est des exercices qui sont de haut degré, de haut niveau. Et pour le coup, oui, c'est important pour la défense d'Israël. Dernière question, docteur Ben Ki-moon. On l'a vu, Aviv Kochavi, le chef d'état-major, a finalement annulé une visite avec son homologue italien. Bien lui en a pris puisque le chef d'état-major italien était infecté du coronavirus. Si jamais on a un chef d'état-major qui est infecté, le général Khaliwa également des opérations stratégiques, elle l'a été, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'état-major? Alors non, je pense qu'effectivement, c'est en théorie, oui, c'est possible justement de mettre en isolement l'état-major sans pour autant atteindre la capacité directive et opérationnelle. D'ailleurs, récemment, j'ai appris que le président du Portugal, je crois, a été mis en quarantaine. Exact. Et donc je pense que oui, Tsahal a les capacités logistiques et de permettre au chef d'état-major de poursuivre sa direction tout en étant en isolement. D'ailleurs, si une telle rencontre devait se faire, je leur recommanderais fortement de se rencontrer dans un endroit très aéré, face au soleil, donc au bord de plage, pour justement, en tout cas, espérer que ce virus, qui à la base est un virus hivernal à mon avis, ne résistera pas à l'augmentation des températures, à l'approche de l'été et surtout à la chaleur d'Israël. Merci, docteur Aviel Ben Ki-moon. Je rappelle que vous êtes capitaine de réserve de l'armée israélienne, médecin militaire donc, et c'était important que vous soyez là aujourd'hui dans cette émission Défense pour rappeler d'abord les consignes, et vous l'avez répété hors antenne, il faut respecter les consignes de sécurité lorsqu'on revient de France ou d'autres pays, il faut rester en isolement. Absolument, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, je voulais le préciser, et j'en fais appel à la population, c'est-à-dire aux téléspectateurs qui sont nombreux. Et malheureusement, récemment, nous avons pu en tout cas entendre que certains patients qui étaient, en tout cas certains civils qui étaient en isolement et n'ont pas respecté cet isolement. Il faut savoir que cet isolement peut être pris d'une manière assez difficile, c'est difficile psychologiquement, mais pour le coup, ça fait appel à la responsabilité de chacun. Ce n'est vraiment pas normal qu'un civil qui est en isolement, qui devrait respecter les lois, puisse prendre le risque de contaminer d'autres personnes plus fragiles dans les synagogues, dans les supermarchés, dans les transports en commun. Et il faut vraiment en prendre conscience. C'est vraiment très important et la sécurité nationale en dépend. Merci. Et voilà. Merci docteur Aviel Ben Ki-moon d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci beaucoup. Toujours à propos du coronavirus, l'épidémie a tué un haut officiel iranien très proche du guide suprême iranien Ali Khamenei. Il vient surtout d'emporter avec lui des renseignements concrets sur le sort de Ron Arad. Cet ancien pilote israélien fait prisonnier par la milice chiite Amal. Regardez et on en parle juste après. Hussein Sher al-Islam, un ancien diplomate iranien et haut responsable du renseignement, est décédé ce jeudi 5 mars 2020 du coronavirus, selon l'agence de presse iranienne IRNA.
En 1979, il est l'un des hommes qui se cachent derrière l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, mais aussi derrière la révolution islamique et surtout, 9 ans plus tard, il est impliqué dans le mystère de la disparition de Ron Arad. Ce dernier est alors pilote de l'armée israélienne. Au cours d'une de ses missions au Liban en 1986, il doit s'éjecter de son avion et est fait prisonnier par la milice Amal. Le militaire aurait alors été vendu à des groupes proches du Hezbollah, puis à l'Iran. Hussein Sher al-Islam, ancien conseiller de Mohamed Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, vient donc de mourir avec ses secrets. Tout comme Qassem Soleimani, Hussein Sher al-Islam détenait la plupart des secrets iraniens. Et je joins à Paris Ramin Param, bonjour. Qui est, d'abord première question, ce fameux Hussein Sher al-Islam? Oui, bonjour Mathias. Hussein Sher al-Islam avait une trentaine d'années au moment de la Révolution. Il était l'un des leaders des étudiants de la gauche islamiste ou de l'islamisme de gauche qui ont pris d'assaut l'ambassade américaine en 1979 et pris en otage les diplomates américains. Il était par la suite, pendant de longues années, de manière officielle et officieuse, le conseiller pour les affaires moyen-orientales de Javad Zarif, l'actuel ministre des Affaires étrangères, nominal, mais aussi le conseiller d'Ali Larijani, c'est l'un des frères Larijani qui se trouve à la tête du Majlis de l'Assemblée. Il est connu pour être l'un des éléments les plus violents au sein du régime, particulièrement au sein de son cœur, au cœur du régime. Il est l'un des fondateurs du Hezbollah libanais et connu pour être particulièrement virulent à l'égard d'Israël. Qui sont, Ramin, ceux qui détiennent les secrets d'État en Iran? Écoutez, Mathias, une étude a été faite ces dernières années et qui a fait l'objet de nombreuses références de la part de l'université de Stanford, pas moins que ça. C'est une étude académique qui a été menée sur une longue période pour répertorier justement ceux que vous appelez les détenteurs du pouvoir et du secret en Iran. Ils ont été identifiés, inventoriés. Il s'agit d'un cœur de 2000 personnes environ, un peu plus de 2000 personnes, tous des hommes, quasi tous des hommes, qui détiennent tous les pouvoirs depuis 41 ans. Et je vous donne un exemple. Évidemment, il y a eu des morts, des décès, et ils ont été remplacés, mais le cœur, la structure d'environ 2000 hommes à la tête du pouvoir, de tous les pouvoirs depuis 41 ans n'a pas changé. Pour vous donner un ou deux exemples, Ali Akbar Velayati est médecin de formation avant la Révolution et que beaucoup considèrent comme effectivement le ministre effectif des Affaires étrangères, très proche du guide suprême. À lui seul, il détient 30 fonctions. 30 fonctions officielles de très haut niveau à lui seul. Mais alors, Ramin, une question qui me taraude. Comment ce secret, à l'ère du 2.0, et on sait que très difficile de garder un tel secret, a-t-il pu être gardé concernant le sort de Ron Arad? Alors, pour ce qui est de Ron Arad, Mathias, je n'ai pas d'informations exactes, évidemment, à vous donner. Mais comment ce secret et d'autres secrets ont pu être gardés pendant si longtemps? À cause de la structure de ces, si vous voulez, de ces 2000 personnes qui constituent le cœur dur du pouvoir et qui est une structure, et ça c'est très important, je pense que vous comprendrez parfaitement, Mathias, à cause de sa structure sectaire. C'est une secte. Et comme vous le savez, c'est la définition même du mot secte. Une secte est une structure renfermée dont la cohésion interne est beaucoup plus importante que n'importe quelle ouverture vers l'extérieur. C'est une organisation qui est fondée sur l'idéologie et sur l'émulation. C'est une structure sectaire et donc particulièrement difficile à pénétrer et particulièrement dangereux. Imaginez-vous n'importe quel pays au monde
où une structure sectaire millénariste, dans son cœur dur, prenne le pouvoir, un appareil d'État, une force de frappe atomique et un appareil de renseignement vaste. C'est une situation qui peut être dangereuse dans n'importe quel pays au monde. Ramin Parham, ça sera ma dernière question. Et ça, c'est intéressant. Au-delà du cas de Ron Arad, oui, on aura compris que l'un des derniers a emporté avec lui dans sa mort l'un des derniers secrets sur Ron Arad. Mais ce qui se passe là en Iran, est-ce que vous pensez, oui ou non, que le coronavirus va peut-être... C'est peut-être le geste de trop, l'épidémie de trop pour un régime qui est déjà vacillant? Oui, c'est la crise, si vous voulez, qui pourrait, il faut toujours être conditionnel en termes de probabilité, il faut analyser, c'est la crise qui pourrait déclencher un événement majeur en Iran. Vous savez que le guide suprême vient d'annuler hier sa visite rituelle et annuelle à Mashhad, ainsi que son discours. On sait que le cœur du virus, le hotbed, le foyer, le cluster, tous ces termes techniques pour le virus, a été le cœur même du régime. C'est-à-dire le virus est entré en Iran par le cœur du régime, c'est 2000 personnes dont je vous parle. Le taux de mortalité au sein du cœur du régime est élevé. On pense que ce virus est entré en Iran par ce cœur du régime parce qu'ils ont un taux de déplacement en Chine, ce que le Huntington appelle l'axe islamo-confucéen. À cause de leur déplacement en Chine, ils ont importé ce virus, ils ont propagé ce virus au sein de leur famille, et leur famille au sein de leur ville, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une crise majeure qui prend des proportions dangereuses. On parle de meurtre avec préméditation de toute une population, et qui peut être la crise qui va déclencher un événement majeur. Merci Ramin Parham, toujours intéressant et toujours un plaisir et un honneur de vous avoir dans l'émission Défense. Merci Mathis, merci. Allez, on change complètement de sujet pour parler de cette journée, le 11 mars. C'est aussi la date de la journée européenne des victimes du terrorisme et pour la première fois en France. Guillaume de Saint-Marc, directeur général de l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme. Bonjour, votre père a été tué dans l'attentat contre l'avion du DT-10 d'UTA en 1989. Mieux vaut tard que jamais, Guillaume de Saint-Marc. Enfin, une journée internationale du terrorisme commémorant en France. Cela signifie pour vous que les mentalités ont évolué ? Oui, effectivement, les mentalités ont évolué. Cette date est importante, bien sûr, pour les victimes, mais elle est importante surtout pour la société. Il faut qu'on s'habitue à parler de terrorisme, à parler aussi du danger que ça représente pour nos sociétés. Et il faut réaffirmer nos valeurs. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir une journée nationale qui permette de se pencher sur le phénomène terrorisme, sur le danger que ça représente pour nos sociétés, sur la résilience de la société, sur notre façon, tous ensemble, de résister à la haine et à la violence et arriver à rester debout et continuer à défendre les valeurs des droits de l'homme que nous chérissons. Est-ce que la conception même, selon vous, du terrorisme, Guillaume de Saint-Marc, et des moyens pour en lutter a changé ? Alors, je ne pense pas que la définition ait changé tant que ça. Je crois qu'avant tout, ce qui est important, c'est de définir un acte terroriste, parce que c'est avant tout des actes, des délits ou des crimes. Et donc l'acte terroriste doit être défini tel quel. C'est d'abord avant tout un acte ou un délit ou un crime qui a une connotation terroriste et qui du coup a une dimension supplémentaire par le fait qu'il s'attaque à la société dans son ensemble et non pas à des individus. Et c'est juste cet aspect-là qui change la façon dont on doit en parler, la façon dont on doit s'occuper des victimes et comment on doit accompagner les victimes et comment il faut se prémunir contre tous les extrémismes. Qu'est-ce qui est fait justement, Guillaume de Saint-Marc, pour accompagner les victimes de terrorisme au niveau financier mais surtout moral ? L'accompagnement financier est indispensable parce qu'elles font face à des tas de problèmes liés à l'événement et par solidarité du reste de la nation, il faut absolument que ces victimes soient accompagnées. Mais l'accompagnement moral et social est encore plus important puisqu'il faut une reconnaissance. Les victimes ne sont pas victimes parce qu'elles ont été choisies à titre individuel. Elles sont choisies parce qu'elles représentent soit des militaires, soit une communauté. Et vous savez que la communauté juive est une des cibles privilégiées. Et c'est à ce titre-là que l'ensemble de la société doit donner un statut, une reconnaissance aux victimes. Ça a été fait par le fait qu'on ait maintenant une médaille de reconnaissance des victimes du terrorisme. Et 99 médailles vont être remises
en fin de journée aujourd'hui par le Premier ministre et d'autres ministres, et aussi par le fait qu'il y ait une journée dans laquelle on se penche sur ces aspects-là, parce qu'il faut que ce soit déployé dans les lycées, dans les écoles, qu'on comprenne le fait terroriste, qu'on comprenne ce que c'est que la violence politique et à quel point elle est détestable, puisqu'elle contrecarre tout ce qui est démocratie et toutes les valeurs que nous défendons. Donc c'est vraiment dans les collèges et les lycées qu'il faut travailler sur ces termes-là. Et le fait d'avoir une journée nationale va permettre chaque année de pouvoir mettre l'accent en particulier ce jour-là. Guillaume de Samar, ça sera ma dernière question. Vous êtes à l'origine de cette journée nationale du terrorisme. Vous avez protesté lorsque la mairie de Bagnolet en 2013 a nommé Georges Ibrahim Abdallah citoyen d'honneur. En clair, pourquoi la France a besoin d'hommes comme vous pour faire avancer les débats? Je crois que ce que la France a compris, c'est que les victimes du terrorisme, dès lors qu'elles reprenaient leur place dans l'humanité puis dans la société, pouvaient être des militants de paix formidables. Mais il a fallu beaucoup de temps pour que ça soit compris. Les Espagnols l'avaient compris bien avant nous. Et nous avons réussi, je dirais, à ce que la France s'aperçoive que les victimes du terrorisme, dès lors qu'elles sont reconstruites, dès lors qu'elles sont réinsérées dans la société, peuvent créer des ponts là où les extrémistes essayent de diviser. Et nous sommes très utiles par cette diplomatie des victimes du terrorisme pour arriver à faire parler de façon intelligente, dépassionnée, constructive du phénomène terroriste et surtout de la société et de la force de la société. Guillaume de Samar, je vous remercie infiniment pour avoir été avec nous en cette journée du 11 mars. Donc je rappelle que vous êtes directeur général de l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme. Et je rappelle bien évidemment à nos téléspectateurs que vous êtes à l'origine de cette journée également nationale du terrorisme décidée par Emmanuel Macron. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour l'émission Défense. Restez connectés sur i24 News.